Bien, bonjour à toutes et à tous, et un grand merci déjà à Nicole et à Limousin Sport Santé de m'avoir, convié à participer à cette soirée. C'est toujours un plaisir, d'échanger avec, l'ensemble des acteurs et puis bon, surtout qu'il y a des présentations, également qui sont très intéressantes. Donc, moi je vais plutôt aborder la question de la promotion de l'activité physique sur les territoires. En quoi cette promotion, peut, créer des dynamiques de territoire? Et puis, pourquoi également ces dynamiques de territoire sont peut-être le facteur clé pour espérer avoir un territoire qui devienne actif et pouvoir faire la promotion de l'activité physique. Donc on ira, dans les 2 sens. Alors, je ne vais pas revenir sur les preuves, hein, de l'efficacité de l'activité physique pour la santé en prévention primaire, secondaire, tertiaire. Martine en a parlé. Bon, elle a cité, une étude assez emblématique. Bon, elle est très récente et puis il y a un demi-million de personnes, donc c'est quand même très impressionnant, ce type d'étude. Sachez néanmoins qu'il y a des dizaines de milliers d'études qui se sont accumulées, ces dernières décennies et qui vont, dans le même sens. Sur cette diapositive, j'ai simplement regardé sur un moteur de recherche qui s'appelle PubMed. En fait, c'est un moteur de recherche qui s'intéresse essentiellement aux publications scientifiques dans le domaine de la santé. Et vous voyez, j'ai rentré comme mot-clé activité physique et santé. Et ensuite, j'ai classé les publications par décennie. Vous voyez, de 40 à 49, bon, ainsi de suite, jusqu'à 2010-2019. Et vous voyez que bon, la figure se passe de commentaires. On avait quelques publications assez éparses dans les années 40. C'est une période d'ailleurs où quand on avait un événement cardiaque, on recommandait la position allongée pendant 6 à 8, voire 10 semaines pour favoriser la cicatrisation, par exemple, alors que maintenant, vous voyez qu'on est passé complètement à l'inverse. Mais voilà, dans les années 40, il y avait très peu de publications et vous voyez que de 2010 à 2019, c'est plus de 130 000 publications pour lesquelles on retrouvait ces mots-clés: activité physique, santé. Donc un effort de recherche vraiment très important qui s'est développé de façon exponentielle et qui a permis d'aboutir à des recommandations internationales, nationales, que l'on qualifie d'evidence-based, c'est-à-dire qui repose sur les évidences. Donc tout ce qui est préconisé dans ces recommandations, eh bien, s'appuie sur un niveau de preuve scientifique qui est élevé. Donc, on a les recommandations, ben, vous voyez, de l'Organisation mondiale de la santé, par exemple. En France, on a les recommandations de l'ANSES, et puis dans chaque pays ou chaque continent a ses recommandations, mais qui toutes convergent à peu près vers la même chose. Donc, on y parle dans ces recommandations, bien sûr, de prévention primaire, mais aussi de prévention secondaire. Et effectivement, il y a un grand nombre d'études, hein, qui montrent que l'activité physique est efficace dans la prise en charge des différentes maladies chroniques. Bon, tout à l'heure, Nicole a parlé du cancer, Martine a parlé des maladies métaboliques, cardiovasculaires. Donc, quasiment toutes les maladies chroniques peuvent retirer un bénéfice avec l'activité physique. Et cette fois-ci, on va parler d'activité physique à visée thérapeutique. C'est-à-dire que c'est vraiment une intervention qui fait partie de l'arsenal thérapeutique du médecin quand il doit prendre en charge un patient qui souffre d'une maladie chronique. Et à cet égard, ben, l'année 2016 a marqué un tournant assez important puisque le code de la santé a été modifié avec ce décret qui permet aux médecins de prescrire de l'activité physique. Alors certes, c'est dans un contexte quand même qui est très précis. Vous voyez ici, hein, c'est dans le cadre du parcours de soins des... excusez-moi, voilà. Dans le cadre du parcours de soins des patients qui sont atteints d'une affection de longue durée. Donc dans ce cas-là, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. Donc vous voyez que c'est bien, le périmètre est quand même assez restreint et la population concernée par ce décret, eh bien, c'est spécifiquement les patients dont la maladie entre dans le cadre d'une ALD. Donc c'est une trentaine de maladies qui ouvrent à ce droit. Donc, beh, vous voyez que d'un côté, on a un niveau de preuve sur l'efficacité de l'activité physique qui ne cesse d'augmenter et de s'accumuler avec le temps, avec des dizaines de milliers d'études qui convergent. Et puis, d'un autre côté, eh bien, on voit que le législateur, au moins en France,
a pris la mesure de tout cela et a modifié son fonctionnement pour permettre aux personnes, notamment qui souffrent de maladies chroniques, d'être plus actives. Donc à partir de là, on pourrait se dire, c'est bien, le contexte a bien été posé, normalement, la population française va devenir de plus en plus active. En fait, et c'est là le paradoxe, c'est que au fur et à mesure où ce niveau de preuve de l'efficacité de l'activité physique a augmenté, en prévention primaire, en prévention secondaire, eh bien nos habitudes de vie n'ont cessé de se dégrader. Ici, vous avez des données internationales sur cette diapositive. Donc à gauche, là, ces figures vous montrent la prévalence d'inactivité physique, mais bon, si on changeait le code couleur, ça serait la prévalence d'activité physique chez les hommes et chez les femmes en fonction des continents. Alors là, c'est un instant T, hein, d'accord. On voit qu'il y a de l'hétérogénéité par sexe, mais aussi selon les zones géographiques. Et de façon générale, si on nous comparait aux mêmes cartes qui ont été publiées il y a une dizaine d'années, c'était en 2012, eh bien on verrait qu'il y a une dégradation. Donc beaucoup d'hétérogénéité et une dégradation avec le temps. Ça, c'est si on parle d'activité physique ou d'inactivité physique. On peut évoquer également la condition physique, puisque Martine a très bien souligné le fait que l'aptitude cardio-respiratoire, eh bien, c'est un prédicteur très puissant du risque de développer des maladies cardiovasculaires, mais aussi, plus généralement, du risque de mortalité toute cause ou d'origine cardiovasculaire. Eh bien, cette étude, qui a regroupé un grand nombre d'études internationales, a tracé l'évolution de cette condition physique cardiovasculaire au cours du temps dans le monde de façon générale. La référence, c'était le niveau de condition physique de 1990. Eh bien, vous voyez que chez les adultes, on a une diminution qui est linéaire, hein. Cette aptitude aérobie ou cardiovasculaire ne cesse de diminuer avec le temps, alors qu'on sait, je le rappelle, comme l'a souligné Martine, que c'est un prédicteur très important du risque de mortalité toute cause ou d'origine cardiovasculaire. Et vous voyez que on a à peu près la même tendance chez les enfants. Heureusement, ça plafonne, hein. On a plutôt une tendance exponentielle, hein. Ça a diminué de façon linéaire au début, et maintenant, bon, ça plafonne. Peut-être qu'on ne peut plus descendre plus bas que le niveau qu'on a atteint, c'est difficile à dire. Mais vous voyez que peu importe qu'on parle d'activité physique ou de conditions physiques, dans les deux cas, on a ce paradoxe qui est que nos habitudes de vie et notre condition physique se dégradent, alors que maintenant on est vraiment capable d'avancer des preuves très robustes à l'effet qu'il faut être de plus en plus actif et idéalement avoir un bon niveau de condition physique. Ce sont les données internationales. Les rapports publiés par l'ONAPS, qui s'appuient notamment sur les grandes cohortes, hein, qui ont été mises en place en France, que ce soit l'enquête nationale nutrition santé, la cohorte Esteban et d'autres études, hein, ces rapports ne s'appuient pas que sur ces cohortes, mais quand même en grande partie, ils montrent que la situation n'est pas si différente que ça chez nous. Tout cela, et cette situation paradoxale en France et dans le monde, montre que, comme le soulignait déjà Anaximandre, qui était un philosophe grec, eh bien que enseigner ou éduquer, parce que souvent on parle d'éducation du patient ou d'éducation thérapeutique du patient, eh bien enseigner, ça n'est pas remplir un vase à coup d'arguments qui montrent que c'est bon pour nous, donc il faut le faire. Enseigner ou éduquer, c'est donc pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Il faut créer une émotion, il faut donner du sens à la personne, autre que simplement les arguments que l'on avance la plupart du temps, pour faire qu'elle va éventuellement changer de comportement, adopter un nouveau comportement et devenir active. Le problème, c'est que à l'heure actuelle, c'est pas spécifique à la France, hein, c'est vrai un petit peu partout, la plupart, pas tous, la plupart des programmes de promotion de la santé, bien, font comme si, les personnes, auxquelles s'adressent ces programmes bénéficiaient de 3 super pouvoirs. Premièrement, que ces personnes sont parfaitement informées sur toutes les options de choix qui leur sont proposées. Par exemple, les choix d'activité physique, cardiovasculaire, neuromusculaire, le faire dans une association sportive, le faire dans une salle, dans une salle, du secteur privé marchand, et cetera. Donc ils ont une vision vraiment exhaustive de toutes ces options de choix. Autre super pouvoir, eh bien, ils sont capables de traiter de façon logique et dénuée d'intérêt toutes les options de choix.
et malgré l'enrobage que l'on peut faire de telle ou telle offre, et bien de se dire: «Non, en fait, je sais, j'ai bien compris que ce qui était bon pour moi, c'était plutôt de faire telle activité physique, même si c'est pas forcément la plus sympa et je vais faire cette activité physique». Vous voyez que là, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais en tout cas, c'est quand même pas évident d'avoir ce type de fonctionnement. Et puis, troisième super pouvoir, eh bien, c'est qu'on fait comme si les personnes avaient des préférences stables dans le temps. Que ce que l'on ressent aujourd'hui, ce que l'on pense aujourd'hui, ça sera la même chose dans 6 mois et ce sera la même chose dans 1 an ou 2 ans. Donc non seulement ces programmes de promotion de la santé considèrent qu'on a des préférences stables, mais qu'en plus, elles sont indépendantes de la façon dont les choix nous sont proposés. Bon, on pourrait prendre de nombreux exemples avec l'alimentation, mais aussi avec l'activité physique. On voit très bien que selon la façon dont on nous présente les choses, on peut éventuellement faire des choix dont on sait qu'ils sont mauvais pour notre santé. Mais malgré tout, ce sont les choix que l'on va faire. Donc, ces programmes de promotion de l'activité physique ou de promotion de la santé, de façon générale, eh bien, ils font comme si les personnes disposaient de ces super pouvoirs. Et en résumé, eh bien, c'est comme si on avait la sagesse de Gandhi, l'intelligence d'Einstein et la capacité de calcul de Watson, c'est le supercalculateur d'IBM, en une seule personne. Bien sûr, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible et c'est donc pas surprenant que, les programmes de promotion, qui sont utilisés en santé publique, ils ont beaucoup de mal à être efficaces. Certains le sont, encore une fois, mais pas tous. Et si on devait se comparer à un personnage de bande dessinée, ça serait pas forcément un super-héros et ça serait pas Superman. En fait, ça serait plutôt Homer Wilson. Pourquoi? Eh bien, nos comportements, enfin, il faut avoir à l'esprit que nous sommes des êtres irrationnels. Nous sommes des êtres de comparaison plutôt que de raison. Donc ça sert à rien de nous donner des arguments robustes pour dire, «Ça c'est bon pour la santé, il faut le faire». Non, c'est pas forcément ce que l'on fera. Donc on se compare. On se compare à quoi? On se compare à sa tribu, au sens sociologique du terme, c'est-à-dire aux personnes à qui on a envie de ressembler, aux personnes qui constituent notre environnement. Nous sommes des êtres d'émotion. Si on ne crée pas une émotion, eh bien, les personnes ne vont pas s'engager dans un changement de comportement. Nous sommes des êtres de contexte, d'habitude, très difficile de changer nos habitudes, d'intuition, bref, comme je disais, nous sommes des êtres irrationnels. Et à partir de là, eh bien, c'est très difficile d'accompagner le changement de comportement si une partie de nos choix sont irrationnels. Néanmoins, cette irrationalité a quand même une certaine logique et jusqu'à un certain point, eh bien, on peut se demander si la solution pour accompagner finalement ce changement de comportement, elle ne viendra pas des territoires. Et je dirais même, si on pourrait le reformuler en disant que peut-être que justement, ce sont les territoires qui détiennent la solution pour favoriser ce changement de comportement plutôt que de grandes politiques nationales. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, il faut que les territoires et les acteurs, surtout des territoires, soient en mesure de proposer des actions de promotion d'un mode de vie physiquement actif ou de l'activité physique qui repose sur les recommandations. Ça, c'est bien sûr le b.a.-ba, le point de départ. Ensuite, il faut un système de mise en œuvre efficient à l'échelle du territoire. Alors là, c'est un petit clin d'œil à Nicole, puisque c'est une figure que j'ai retirée de la position de consensus de l'INCa sur la promotion de l'activité physique pour le cancer. Et bon, vous ne la voyez pas très bien, cette figure, mais au-delà de ça, ce qu'elle présente, tout simplement, c'est un système de mise en œuvre à l'échelle d'un territoire et comment on oriente les patients. C'est exactement la même façon, la façon dont fonctionne pardon, le dispositif PEPS à l'échelle de la région, donc prescription d'exercice pour la santé. C'est le même modèle. Donc, il faut que les territoires soient organisés pour pouvoir mettre en œuvre ces actions de promotion de l'activité physique. Organiser, ça veut dire quoi? Organiser, ça veut dire qu'il faut des professionnels qualifiés pour encadrer les personnes.
Il faut un environnement qui permet de le faire. Cet environnement, il se décline de multiples façons. Ça peut être bien sûr les mobilités douces, ça peut être de bénéficier également d'installations qui permettent d'accueillir les personnes, d'associations ou d'acteurs socio-économiques qui permettent de les accueillir. Ça peut être dans les territoires ruraux également d'avoir des systèmes de transport qui facilitent la mobilité des personnes. Puisque quand on est dans un territoire rural, on ne va pas avoir une installation sportive dans tous les villages. Il va y avoir une mutualisation qui va s'opérer. Et cette mutualisation, elle peut être efficace à la condition qu'il y ait une collaboration avec le département, notamment pour mettre en place le système de transport qui permette aux personnes âgées, par exemple, ou à mobilité réduite, de se rendre sur ces lieux de pratique. Donc, vous voyez que cet aménagement du territoire, il faut vraiment le prendre au sens large. On va prendre l'exemple de 2 actions, que l'on a menées sur le territoire de l'ancienne région Poitou-Charentes et vous allez comprendre, pourquoi. Le premier exemple de programme de promotion de l'activité physique que l'on a mis en place, c'était de 2012 à 2014, à l'échelle de la région Poitou-Charentes et ça faisait suite à un appel à projet du ministère en charge de la cohésion sociale pour mettre en place des programmes de promotion de l'activité physique chez les personnes âgées de plus de 55 ans. Donc, on a construit ce programme et avec la mutualité française et c'était le programme Senior et sportif. Donc il a duré 2 ans sur 4 sites: Angoulême, La Rochelle, Mel, Poitiers. Donc on avait des territoires ruraux, urbains, périurbains et on a constitué un réseau, on s'appuyait sur le réseau mutualiste de la mutualité française, sur son réseau de médecins également et sur les associations de toutes sortes. Pas seulement les associations sportives, mais également, bien sûr, les associations sportives. Et le principe, c'était de mettre en place une séance hebdomadaire encadrée de 2h30, 3 heures à peu près, pendant 6 mois, qui combinait à la fois un temps d'activité physique, donc encadré par des enseignants NAPA, mais aussi un temps convivial. Et il y avait notamment un petit, une pause qui était organisée avec des boissons, des choses à manger et puis c'était plutôt, voilà, pour faire aussi donner des conseils sur l'alimentation saine et équilibrée. Vous voyez, une prise en charge qui dépassait un peu l'activité physique. Donc c'était mis en place, vous voyez, pendant 6 mois, 1 fois par semaine et au total, sur les 2 ans, on a dû peut-être prendre en charge aux alentours de 350 participants. Quelle a été l'évaluation de ce dispositif? Elle était très positive par la mutualité française qui avait ses propres critères et puis l'évaluation sur les critères de santé, c'est le laboratoire, que j'ai le plaisir de diriger, MOVE, Mobilité, Vieillissement, Exercice, qui l'a faite cette évaluation. Dans tous les cas, c'était une évaluation très positive. Quelques années après, quel est le constat que l'on fait? Ça n'a pas été pérennisé. Et plus personne, j'ai pas fait de suivi. Peut-être qu'on a encore un village, puisque Mel a continué quand même assez longtemps, mais c'était les seuls. Peut-être une Comcom qui continue à le faire, mais ça n'a pas été pérennisé alors que c'était un très bon programme. Deuxième exemple. À la suite de cette expérience qui nous a quand même un petit peu frustrés, on a rebondi sur un projet de la région Poitou-Charentes qui était de mettre en place une expérimentation sur la prescription d'activité physique. Donc, c'était de 2016 à 2018 et il y avait 3 sites à nouveau: le Grand Cognac, le Grand Poitiers et Saintes. Donc on retrouvait les 3 typologies de territoires de l'ancienne région Poitou-Charentes: territoire rural, périurbain, urbain. Et là, on s'appuyait, vraiment sur, le décret, même si le décret est venu après le début de l'expérimentation, d'accord? Mais néanmoins, on s'appuyait sur chacun des endroits. On a créé un réseau de médecins, les médecins prescripteurs. Sur chaque lieu, il y a un coordonnateur qui a été recruté, qui a été financé pendant la phase de l'expérimentation par la région Poitou-Charentes, qui faisait le lien entre le médecin prescripteur, le patient et les opérateurs. Et les opérateurs, 90% des cas, dans 90% des cas, c'était des acteurs associatifs du milieu sportif, mais il pouvait y avoir également d'autres acteurs, des auto-entrepreneurs ou des acteurs du secteur privé marchand, des salles hein, de fitness, à la condition qu'elles soient labellisées
par l'ARS, enfin la délégation, oui, si, l'ARS à l'époque, pardon. Et le principe, c'était qu'il y avait une séance hebdomadaire qui était prise en charge pendant 3 mois. Pas plus de 3 mois, parce qu'après, ces personnes, eh bien, elles devaient continuer dans les associations sportives ou auprès des structures qui les avaient encadrées. D'accord? C'était plus un amorçage. Cette expérimentation, elle a été évaluée par l'Observatoire régional de la santé. Encore une fois, on a une évaluation très positive. Vraiment, que ce soit sur les changements de comportement, sur des indicateurs de santé, sur un certain nombre de paramètres, une évaluation très positive. Pourtant, ça n'a pas été pérennisé. Et au moment où la région Poitou-Charentes a arrêté sa subvention, hein, pour financer les coordonnateurs, eh bien, tout s'est arrêté. Bon, il faut dire que c'était une période également où il y avait la transition vers les nouvelles régions, ce qui peut expliquer cela également. Mais voyez l'exemple de deux programmes euh, simples, hein, sur le fait, hein, qui ont une évaluation très positive et qui, malgré tout, n'ont pas continué, alors qu'il y avait quand même un certain nombre d'acteurs qui étaient impliqués. Pourquoi? Eh bien, ces deux exemples, en fait, ils illustrent très bien le fait que si un certain nombre de programmes de promotion de l'activité physique n'ont pas été pérennisés, certains l'ont été. Là, je vous donne l'exemple de programmes que nous, on a mis en place, comme ça évite de critiquer éventuellement ce que peuvent faire les autres. Nous, on les a mis en place et puis ils n'ont pas fonctionné. Donc l'idée, c'est d'essayer de vous faire partager ce bilan pour ne pas faire les mêmes erreurs que nous, finalement. Mais d'autres programmes fonctionnent, bien entendu. Donc le problème de ces programmes, c'est qu'ils ont été construits sur les seules bases des connaissances sur la santé et l'activité physique. C'est pour ça qu'ils ont été efficaces sur la santé et de façon générale, au moins sur la période du programme, sur l'activité physique des personnes. Par contre, ils n'ont pas intégré le fait que le principal enjeu, c'est pas ça. Avec des patients, dès que vous les faites bouger, peu importe que ce soit optimal ou pas optimal, ils vont progresser, ils vont en retirer des bénéfices. Pas forcément le maximum de bénéfices qu'ils pourraient avoir, mais ils vont en retirer des bénéfices, c'est sûr. Donc, le principal enjeu, c'est pas ça. C'est pas forcément de construire sur les connaissances sur la santé et l'activité physique. L'enjeu principal, de très loin, si on veut pérenniser ces actions, eh bien, c'est de construire un dispositif de gestion qui est adossé aux caractéristiques des territoires, aux caractéristiques géographiques, politiques, socio-économiques des territoires, à leur typologie aussi, savoir s'ils sont urbains, périurbains, ruraux, métropolitains, etc. Et puis surtout, aux besoins des acteurs. Et ça, c'est un facteur clé. Les acteurs des territoires. C'est eux qui sont le plus important et qui peuvent garantir le succès de toute cette politique que l'on souhaite, enfin, qui va progresser positivement, on l'espère tous. Ce sont les acteurs des territoires qui ont le rôle le plus important. Et le facteur clé, eh c'est de créer des synergies entre ces acteurs. Et on ne parle pas seulement des acteurs du sport ou des acteurs de la santé. Ça peut être des acteurs socio-économiques, ça peut être les collectivités, les services délocalisés d'État, etc. C'est l'ensemble des acteurs. Pour cela, eh bien, ça nécessite d'être outillé. Outillé en quoi? Déjà, il faut être capable de faire un diagnostic de son territoire. Donc, on a proposé un projet de recherche qui est en cours. Ce sont 2 thèses actuellement qui travaillent là-dessus. C'est un projet qui est cofinancé par la région Nouvelle-Aquitaine, la MGEN et l'Agence régionale de santé. Une partie de ce projet, eh bien, c'est de dresser tous les éléments à intégrer un diagnostic territorial approfondi qui est spécifique à cette problématique de l'activité physique pour la santé. Donc, ce n'est pas le DTA, le diagnostic territorial approfondi du sport, ce n'est pas le DTA de la santé. Non, c'est quelque chose d'autre qui, bien sûr, va prendre des éléments de ces deux diagnostics territoriaux, donc du sport et de la santé. On va retirer un certain nombre d'éléments, mais il y en a bien d'autres qui vont s'ajouter pour vraiment avoir une vision exhaustive des caractéristiques du territoire et construire des actions qui sont adaptées à ces caractéristiques.
Donc, première phase de ce travail, c'est lister les éléments que l'on doit intégrer à un diagnostic territorial approfondi. La deuxième étape, ça sera de mettre en place une plateforme sur Internet où chaque territoire pourra accéder à ses propres caractéristiques. Deuxième étape, eh bien, c'est dès le début de ces actions de disposer des outils d'évaluation d'impact. Pour pérenniser une action, il faut être capable d'évaluer son impact. Alors, son impact sur quoi? Son impact sur la santé, bien sûr, mais pas seulement. Ça peut être l'impact sur les inéquités en santé. Parce que qui dit territoire dit hétérogénéité des territoires, en termes de territoire rural, urbain, périurbain, métropolitain. Les problématiques sont complètement différentes et il y a forcément des inégalités ou des inéquités, que ce soit en termes d'installation, de personnes qualifiées pour l'encadrement, etc. Donc, il faut disposer également des outils d'évaluation d'impact sur la santé, sur les inéquités en santé. Donc, c'est la deuxième phase de ce projet, donc IKT in Motion, c'est-à-dire qu'on va construire ces outils pour que les territoires puissent en disposer au moment de lancer leur programme de promotion de l'activité physique. Ces deux étapes, évaluation d'impact et diagnostic territorial approfondi, eh bien, elles font partie du même projet, mais il y a deux thèses, c'est-à-dire qu'il y a une thèse qui développera les outils pour les territoires ruraux et périurbains, et une autre thèse qui développera les outils pour les territoires urbains et métropolitains. D'accord? Donc, voilà, la première étape, c'est déjà de disposer de ces outils. Ensuite, eh bien, on a comment créer ces dynamiques de territoire? On a organisé vendredi dernier un webinaire auquel Martine a participé d'ailleurs, qui était à destination vraiment des acteurs de ces territoires, les élus notamment, mais aussi les services de l'État, les collectivités, les techniciens, etc. Et avec des membres de ce consortium d'IKT in Motion. Parmi ces membres, on a certes des spécialistes de santé et d'activité physique, mais il y a des géographes, spécialistes d'aménagement du territoire, des économistes, des épidémiologistes, des historiens de la santé, des gestionnaires, etc. Donc, vous voyez que c'est vraiment un consortium très interdisciplinaire. Et ce qui est ressorti dans ces échanges, c'est qu'on ne peut pas imposer de l'extérieur à un territoire la façon dont il va procéder, que ce soit pour l'aménagement des transports, l'aménagement de l'espace de vie, etc. Tous ont souligné le fait que ce sont les acteurs du territoire qui vont être la clé du changement. C'est forcément une approche ascendante. Ce n'est pas une approche descendante. Or, trop souvent, on a tendance à attendre que tout nous vienne tout cuit, soit de l'État, soit de la région, ou en tout cas voilà, de ce niveau de décision. Non, la clé, c'est vraiment une démarche ascendante, ça part des acteurs du territoire. Quelques illustrations issues du département de la Vienne. Alors, pourquoi la Vienne? Parce que bien sûr, je suis de Poitiers, donc c'est mon territoire départemental, mais bien sûr, le Limousin, vous n'êtes absolument pas en reste, hein, vous avez été très novateur. Donc il y a beaucoup d'exemples très, très intéressants dans le Limousin. Limousin Sport Santé, bien entendu. On va retrouver Autonome Lab, beaucoup d'acteurs socio-économiques qui s'intéressent aussi au maintien de l'activité physique, au maintien d'autonomie grâce à l'activité physique. On va retrouver depuis très peu le Gérontopôle, qui est également dans le Limousin, enfin à Limoges. Donc voilà, le Limousin, vous n'êtes absolument pas en reste par rapport à cela. Mais je pars du principe que vous connaissez ce qui se fait sur votre territoire, peut-être moins ce qui se fait sur d'autres territoires. Donc je vais illustrer avec ce que l'on fait dans la Vienne, brièvement. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. En deux mots déjà, ben, quel est ce territoire? C'est un territoire rural, puisqu'on a 281 communes, dont 241 qui ont moins de 2000 habitants. Donc, vous voyez, c'est très rural et on imagine qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité en termes d'installation, en termes de couverture médicale et aussi de couverture en association sportive ou en professionnel de l'activité physique. On a une densité qui est très faible, 62 habitants par kilomètre carré. La moyenne nationale, c'est 116 habitants par kilomètre carré. L'activité économique, elle tourne autour du commerce, du transport et des services. Pour l'illustrer, les principaux employeurs de ce territoire, c'est le CHU, environ 5000 personnes, 5000 employés, l'université, 3000, le conseil départemental, 1500. D'accord? À peu près. Et 90% du tissu socio-économique, ce sont des TPE.
très petites entreprises, donc moins de 10 employés, le patron y compris, ou la patronne y compris. Il y a un axe économique, Poitiers-Châtellerault, sinon, ben voilà, c'est très, très rural. Par contre, une caractéristique très importante de ce territoire, c'est que tous les acteurs du sport se connaissent très bien, parce que c'est un petit territoire. Le CREPS, le CRIT, Centre régional d'innovation et de transfert de technologie. On a un CDOS, un comité départemental olympique et sportif, qui est très dynamique, qui dispose d'un groupement d'employeurs, sport, animation, santé, qui recrute des enseignants en APA pour les mettre à disposition des associations sportives qui souhaitent développer de l'activité physique adaptée. Et puis, on a l'université, la chaire sport, santé, bien-être. Donc, vous voyez, des acteurs qui déjà fonctionnent très bien. Mais les caractéristiques de notre territoire font que on n'a pas le choix de tous travailler ensemble. On est trop peu pour se permettre de fonctionner chacun dans notre coin. Donc ça nécessite d'avoir une vision à 360 degrés et de fédérer l'ensemble des acteurs. Il n'y a pas le choix. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ben, par exemple, je vous ai parlé du dispositif PrescriMove, hein, qui est l'expérimentation sur la prescription d'activité physique qui a précédé, hein, le décret de 2016. Évaluation très positive, mais voilà, qui n'a pas été pérennisée. Eh bien, sous l'impulsion des différents acteurs que je vous ai présentés, puis on a été accompagné en cela par l'Agence régionale de santé et la région Nouvelle-Aquitaine, eh bien, tous ces acteurs se sont retrouvés au sein d'une association, un peu comme les Mousins Sport Santé, mais à l'échelle du territoire, du département, Sport Santé 86, où on retrouve dans la gouvernance, eh bien, les acteurs de la santé, les acteurs du sport, les usagers, les associations de patients, les chercheurs, les laboratoires, et puis les acteurs socio-économiques. Donc tout le monde se retrouve dans la gouvernance. Et Sport Santé 86, eh bien, met en place tout simplement le dispositif PEPS et réalise aussi un certain nombre d'actions d'éducation auprès de la population ou des entreprises. Mais déjà, vous voyez que pour pérenniser ou relancer le PrescriMove, ce que l'on a fait, c'est qu'on a mis tous les acteurs du territoire autour de la table pour leur demander s'ils y voyaient un intérêt. Et ensuite, tout le monde s'est mis au travail pour configurer cette association. Deuxième exemple, il y a un téléphone qui sonne, merci. Deuxième exemple, eh bien, c'est la problématique de Grand Poitiers. Quand on a une agglomération, il faut absolument aussi essayer de s'articuler avec ces enjeux. Il se trouve qu'un des axes de Grand Poitiers de développement, eh bien, c'est l'e-sport, donc les compétitions de jeux vidéo. Alors on pourrait se dire, ça pourrait vous faire sourire, hein, quel va être le lien avec le sport santé? Donc, bah, Poitiers, c'est tout simplement la capitale nationale de l'e-sport. Alors bien maintenant, avec la Paris Games Week, c'est sûr que Paris prend une dimension importante, mais c'est quand même la capitale nationale. Et à ce titre, je vais revenir tout de suite après. Donc pour Poitiers, c'est un axe de développement économique important. Quel lien avec le sport santé? Eh bien, il se trouve que dans cette activité, il y a une association qui maintenant a une ampleur nationale, mais qui au début était locale, qui s'appelle Silver Geek, qui a été montée et qui utilise les compétitions de jeux vidéo pour le maintien de l'autonomie des personnes âgées et très âgées. Le principe, c'est quoi? C'est de les préparer à des compétitions où ils vont se confronter à d'autres personnes très âgées, dans les EHPAD, la plupart du temps, mais pas tout le temps. Et en quoi ça va être intéressant? Ça crée du lien intergénérationnel parce que ce sont les services civiques qui les préparent. Ensuite, ça permet de les éduquer au numérique parce que ces compétitions, eh bien, ils peuvent discuter à distance avec leurs adversaires, hein, dans d'autres EHPAD avec des systèmes de visioconférence. Et puis, voilà, ils bougent parce que souvent, les jeux qui sont retenus, ce sont des jeux où il faut se lever. Bon, c'est par exemple le bowling ou des choses comme cela. Vous voyez le principe. Vous voyez qu'on passe de l'e-sport à l'e-sport santé. Et ce que l'on a convenu avec Grand Poitiers, c'est de devenir la capitale également de l'e-sport santé, ou comment le suivi des gamers professionnels ou de haut niveau va servir au maintien de l'autonomie des personnes vieillissantes ou au maintien de l'autonomie des personnes qui sont toute la journée sur leur bureau. Donc, on a fédéré un grand nombre d'acteurs socio-économiques, académiques, sportifs. Tout le monde se retrouve à nouveau autour de la table. Et samedi, on organise ce qui s'appelle un bar camp. Mais bon, on organise un webinaire justement sur la recherche, une sorte d'état des lieux de la recherche sur l'e-sport santé
pour identifier les axes de développement et organiser la recherche pour apporter des solutions. Autre exemple, l'université. Donc l'université eh bien, a complètement revu l'aménagement de son campus pour les mobilités douces. L'objectif, c'est pas de dire il faut absolument marcher ou prendre son vélo. Non. L'objectif, c'est alors, ce que l'on s'est dit, c'est que chacun est responsable de ses choix et exerce son libre arbitre. On n'a pas à juger, chacun fait comme il l'entend. Par contre, quand on est au pilotage, donc c'était mon cas dans ce cas-là, parce que j'ai été vice-président en charge de la qualité de vie au travail, eh bien, notre objectif, c'était certes de se dire, certes, on laisse le choix aux personnes, elles sont grandes, elles font ce qu'elles veulent. Par contre, nous, notre responsabilité, c'est de leur proposer des options de choix qui leur permettent au moins d'adopter un comportement favorable pour la santé. Si elles ne l'adoptent pas, c'est leur responsabilité. On ne peut pas tout faire. Donc le campus a été complètement refait pour favoriser les mobilités douces, pour les piétons avec des voies séparées, pour les piétons, les vélos, les voitures, des parkings, avec beaucoup d'espaces verts, des lieux de rencontre, et cetera. L'université s'est également dotée d'une stratégie de qualité de vie au travail. Et ce qui est intéressant dans ce cadre-là, c'est qu'on a fait un état des lieux avec l'ensemble des acteurs du département. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Et ce qui est ressorti, c'est que finalement, tous étaient convaincus de l'intérêt de l'activité physique dans le milieu de l'entreprise et de façon plus générale de la qualité de vie au travail, mais tous soulignaient le fait qu'ils n'avaient pas les ressources pour cela. Je vous rappelle, 90% de TPE dans la Vienne, moins de 10 employés. Donc, ce que l'on a fait, c'est que l'on a créé un centre de ressources, la maison, enfin, ça s'appelle pour le moment la maison sport santé qualité de vie au travail. C'est un centre de ressources. Donc là, vous avez les plans, parce que les travaux vont débuter. Donc, c'est un gymnase, mais avec 3 niveaux, 3 étages. On va retrouver une cuisine pédagogique, des lieux d'accueil, de convivialité, une salle de fitness connectée, des lieux modulaires pour des ateliers de gestion du stress, pour accueillir des réseaux, etc. Donc, un centre de ressources qui est géré par une coopérative qui rassemble justement l'ensemble des acteurs du territoire pour construire des solutions et que chacun puisse y trouver son compte. Donc, je vais pas aller plus loin, mais simplement, vous voyez à travers ces illustrations hein, de ce que l'on a mis en place dans le département de la Vienne, et encore une fois, on n'est pas les plus beaux, tous les territoires ont bien sûr mettent en place des actions qui peuvent être très intéressantes. Là, c'est juste une illustration parmi d'autres. Mais vous voyez que tout ce que l'on a mis en place, systématiquement, c'est parti des acteurs qui se parlaient, qui travaillaient ensemble, qui se fédéraient. Ensuite, on a monté les projets et on y a agrégé les services de l'État, ou des fois dès le début, on les informait, hein, bien sûr, de nos projets. On y a agrégé les services de l'État, les collectivités, mais dans un second temps. Dans un premier temps, ça part des acteurs, on crée la dynamique, et ensuite les collectivités, les services de l'État, ben, ils sont dans leur rôle d'accompagner ce qui déjà semble prometteur. Donc elle est là, la clé du succès pour que les politiques de promotion de l'activité physique ou d'adoption d'un mode de vie physiquement actif soient efficaces. Eh bien, la clé, ce sont les territoires qui la possèdent et à travers les territoires, en fait, ce sont les acteurs. Et encore une fois, si vous voulez que votre territoire devienne actif, c'est une démarche ascendante. C'est à vous de faire un état des lieux, de bien comprendre le territoire et de construire les actions qui vont permettre de le transformer. Et à partir du moment où ça s'appuie sur des données probantes, des données objectives, eh bien, les financeurs, services de l'État, collectivités, vont vous accompagner, c'est évident. Bien. J'espère que je n'ai pas vu le temps, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie de votre attention. Merci pour. Est-ce que vous avez des questions à poser à Laurent Bosquet? Je peux juste poser une question. J'ai beaucoup apprécié le côté philosophique du début de ta présentation, mais je voudrais savoir, est-ce que tu penses que les projets qui n'ont pas été pérennisés, c'est une question de coût, ou tu en fais vraiment quelque chose parce que c'était trop cher, ou parce que c'est qu'il n'y avait pas assez de tissu local qui était mobilisé? Et ma deuxième question est, parce que, en fait, bon, c'est très bien, tes idées sont très bonnes et tu es arrivé à le mettre en place, bravo. Mais en fait, c'est extrêmement chronophage et ça va coûter énormément d'argent.
je me dis que, est-ce qu'on ne peut pas donner des grands schémas? C'est-à-dire qu'un territoire très campagne, très rural, doit avoir un certain mode d'organisation, très urbain doit avoir un certain mode d'organisation. Et après, quand on a fait ce schéma-là, à proposer à chaque territoire une façon un peu plus simple de s'organiser, de façon à ne pas tous reproduire ce que tu as mis en place, mais qui est extrêmement lourd pour des équipes peu, enfin, qui ne sont pas très importantes en termes de nombre et en termes de, surtout de possibilités de géographes, même si je sais que, par exemple, dans le Limousin, il y a une équipe de géographes très importante. Mais en dehors de ça, je me dis que, est-ce que ce n'est pas quand même des schémas types? Alors, sur la première partie de ta question, sur le coût, non, c'est pas à cause, enfin, c'est en partie, bien sûr, à cause du coût que ces programmes n'ont pas été pérennisés. Mais le coût, ça n'est qu'une dimension du problème. Une évaluation d'impact, elle ne se fait pas que sur le coût et le ratio coût-bénéfice, c'est beaucoup plus large que ça. Donc, le coût, c'est une des dimensions du problème, mais le gros problème pour ces 2 projets qui n'ont pas fonctionné, finalement, c'est qu'on n'était pas parti du fait qu'il fallait d'abord fédérer tout le monde, enfin, tous les acteurs qui auraient pu y trouver un intérêt, qu'il fallait d'abord les fédérer pour créer une dynamique sur laquelle appuyer, sur laquelle poser ces projets. Et quand on va les voir à la fin en leur disant: «Bah, regardez, c'est bien ce qu'on a fait». Ben oui, c'est bien, mais bon, voilà, vous nous présentez ça comme ça, demain, voilà, votre subvention s'arrête, mais nous, voilà, c'est bien, bravo, mais comment vous voulez qu'on fasse pour vous accompagner? Donc, c'est ce qui nous est arrivé les 2 fois. Donc, le problème, il est surtout là. Le coût, c'est un des éléments, c'est sûr. Il n'y a pas que ça. Et la principale limite, voilà, c'était de ne pas avoir fédéré tout le monde avant, a priori. Ensuite, sur la deuxième partie de ta question, quand tu dis, tu as développé, non, en fait, nous avons développé seuls. Moi, je ne suis pas plus fort qu'un autre, et sur tous ces projets, j'aurais rien fait. C'est que ce que l'on a fait, c'est créer une dynamique. Si on enlève un des acteurs, déjà, c'est beaucoup plus bancal, et puis, après on aura beaucoup de mal. Là, l'intérêt, petit territoire, encore une fois, donc comme tu disais, ça ne peut pas fonctionner partout. Petit territoire, on n'a pas le choix de faire les choses ensemble, eh bien, on retrouve milieu de la santé, milieu du sport, les services de l'État, on retrouve tout le monde autour de la table et tout le monde participe. Si on enlève ça, on peut pas faire on peut pas être meilleur forcément que les autres. Et sur la question des ressources humaines, tu disais oui, les géographes, tout ça. Ben là, c'est tout l'intérêt de disposer de la chaire sport santé bien-être. C'est un réseau régional. Le projet IKT in Motion, ben, les géographes, certes, il y a un laboratoire qui s'appelle Ruralité à Poitiers, mais il y a un laboratoire à Pau également, Pau-Bordeaux. Les épidémiologistes, ils viennent de Bordeaux. Les économistes, ils viennent de Limoges. Donc, voilà, l'intérêt, c'est qu'avec la chaire, on peut disposer, on peut construire des projets qui permettent de solliciter des ressources partout dans la région. Donc, ce qui peut aider. Mais au début, il faut quand même faire un travail sur son territoire et c'est sûr, ça prend du temps.